consoeurs, chers confrères, bonjour. Voilà. À la demande des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de cet atelier que j'ai le plaisir d'animer conjointement avec mon cher ami maître Simam Danebar. On nous a demandé de parler de la gestion des conflits du personnel à l'officine. Et là, donc, comme vous le savez, l'officine est un espace un véritable carrefour où circulent plusieurs règles de droit aussi différentes les unes que les autres. Comme vous le savez, il y a un ensemble de règles juridiques qui sont propres à la pharmacie, qui s'appliquent pour le métier, pour le compte du métier, à savoir le statut du pharmacien. Il y a des règles de droit qui gèrent les activités au niveau d'officine en termes de produits. Le médicament, comme vous le savez, est un produit qui est fortement réglementé. Il y a donc un ensemble de règles qui gèrent les conditions d'exploitation de l'officine, etc. Et en plus de ces règles spécialement dédiées à l'exercice de la pharmacie, l'officine est un espace où vont circuler au quotidien plusieurs règles de droit commun, chacune avec un objet bien déterminé, tel que les règles de droit fiscal, les règles de droit commercial, qui sont omniprésentes au quotidien pour le pharmacien, mais il y a également le droit social, qu'on connaît très souvent sous l'appellation du droit du travail, c'est-à-dire que l'officine est une entreprise, mais également c'est un espace de santé. Et comme toute entreprise, il y a un chef de l'entreprise, le patron qui est le pharmacien, et bien sûr il n'est jamais tout seul parce qu'il y a des collaborateurs qui travaillent dans cet espace, comme il peut s'agir de pharmaciens assistants. Aujourd'hui, il y a une obligation légale qui met à la charge du pharmacien titulaire d'avoir un pharmacien assistant. Bien sûr, tout cela dépend du chiffre d'affaires réalisé. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du métier, nous avons tendance à avoir des pharmaciens assistants dans nos officines, pour la bonne marche de l'entreprise, mais également pour la sécurité d'un certain nombre d'actes qui se déroulent au niveau de l'officine. Et il y a également les collaborateurs, les préparateurs en pharmacie. Donc là, il faut bannir le terme de vendeur parce que c'est un terme qui n'est pas approprié à la nature du métier, mais on parle de collaborateurs. Et bien sûr, ils sont dans une situation il y a un pouvoir qui s'exerce de la part du chef d'entreprise sur ses salariés. Et bien sûr, cette relation n'est pas toujours très, très confortable. Avec le temps, avec l'usure, très souvent, il y a des conflits qui commencent à voir le jour et pour lesquels il faut trouver une solution. Comme on va le voir rapidement, l'approche de gestion du conflit dépend de la nature, ou bien de l'angle selon lequel on cherche à appréhender la problématique. Pour un sociologue, il a une approche qui est propre à sa science. Il voit le conflit entre le pharmacien et ses collaborateurs sous un angle purement social. Il y a des approches psychologiques, etc. Pour déterminer la nature du conflit et la qualité de la partie qui a été à l'origine du conflit. Pour le manager, c'est une autre approche, c'est la gestion des ressources humaines, c'est le changement de métier, il y a une autre approche. Mais pour le juriste, c'est le cas de cet atelier, parce qu'au regard de notre spécialité, nous avons un regard beaucoup plus un regard juridique que sociologique ou bien managérial. C'est-à-dire, on va chercher, chaque fois qu'il y a une situation conflictuelle, on va essayer d'interroger un petit peu les sources de droit, des règles de droit qui régissent une pareille matière. Par exemple, en matière de formation du contrat, chaque fois qu'il y a un conflit qui va naître à la suite de la formation du contrat ou bien de l'interprétation de la volonté des parties au contrat, le pharmacien et son collaborateur, quelle a été leur volonté? Est-ce qu'ils voulaient mettre en place un contrat dès le départ à durée indéterminée ou bien un contrat à durée déterminée par la suite? Ce contrat va évoluer vers le long terme. Et là, on va voir un petit peu que dit le droit, notamment le Code de commerce, à propos des exemples. On aura l'occasion
dont on parlait, surtout avec Maître Adebar, donc qui est un praticien du droit, donc il pratique donc, au niveau des tribunaux et il est à jour avec la jurisprudence. Voilà, donc tout d'abord, j'aimerais bien qu'on commence par définir ce que c'est le conflit. Et là, on va prendre une définition un peu générale, une définition sémantique, c'est-à-dire on va aller voir ce que dit le Larousse donc, à propos du conflit. Le conflit, donc, c'est une opposition d'intérêts entre deux ou plusieurs parties dont la solution peut être recherchée soit par des mesures de violence, dans le cas des entreprises, c'est toujours la grève, le blocage de l'entreprise, etc., soit par des négociations, c'est-à-dire chercher donc, à résoudre le conflit par un moyen alternatif autre que judiciaire, soit par des négociations, soit donc, faire appel à une tierce personne pour résoudre le contrat, tel que l'arbitrage, ou bien donc, un juge qui va intervenir carrément pour donner une solution donc, au conflit. Alors les composantes du conflit donc, dépendent bien sûr donc, de l'objet du conflit. Nous avons ce qu'on appelle les conflits cognitifs, dont l'objet est explicite. Donc c'est un affrontement d'idées. Là, donc, au niveau des officines, donc, on a toujours l'occasion de vivre ce genre de conflit cognitif. Par exemple, prenons le cas d'un exemple très simple, fin août, un collaborateur, un employé en pharmacie, donc, s'adresse au pharmacien pour lui dire la saison hivernale donc, va commencer incessamment. Et là, donc, il faut retenir donc, les leçons du passé. Donc, il faut qu'on prépare un stock donc, de produits, donc, les antigrippaux, etc. Sachant que le pharmacien est rétif à cette question de stock. Pour lui, il doit fonctionner avec un stock tampon, une boîte de chaque. Donc, le pharmacien n'accepte pas cette remarque, mais c'est un conflit d'ordre intellectuel et cognitif. Donc plutôt l'employé propose une solution pour ne pas tomber en rupture et d'assurer une bonne saison donc, hivernale. Par contre, il y a donc ce qu'on appelle les conflits relationnels, c'est-à-dire c'est des conflits qui vont mettre en confrontation le patron, c'est-à-dire le pharmacien, et son collaborateur. Et là, donc, il y a deux moyens. Donc, c'est-à-dire ce conflit donc, relationnel a deux composantes. Soit le pouvoir, c'est par exemple quand l'employé va exercer un pouvoir, une contrainte sur le pharmacien pour arracher quelques avantages. Au regard, bien sûr, il va exercer et très souvent c'est le cas, il va exercer ce pouvoir au regard de sa compétence, parce qu'il a fait des études un peu poussées, il a eu licence en chimie, donc il est à jour, et donc sa compétence est une valeur ajoutée pour le pharmacien. Et donc le pharmacien a intérêt à ne pas faire durer le conflit, et très souvent on cède, justement pour garder donc, cette personne qui assure donc, une bonne marche de la pharmacie. Il y a le conflit donc, relationnel qui a pour composante, cette fois-ci non pas le pouvoir, mais l'émotion, c'est-à-dire une réaction émotionnelle, à la fois, elle peut être soit de la part du pharmacien, soit généralement de l'employé, donc, qui va rentrer donc, dans une situation de conflit parce qu'il n'a jamais donc, eu en retour un petit mot sympathique et gentil de la part de son employeur, etc. Et ça touche un petit peu la personne de l'employé. Et donc avant d'enchaîner, on va essayer de faire un petit repérage par rapport à deux notions qui se rapprochent, mais qui sont un petit peu différentes. Il y a la notion de problème. On a souvent donc, tendance à parler de problème. J'ai un problème avec mon employé, j'ai un problème avec le groupe, etc. Alors, problème et conflit sont deux choses différentes. Donc, le problème est quelque chose de mesurable, quelque chose d'observable. Donc, il représente un écart entre une situation souhaitable et une situation réelle. Et généralement, donc, il gère une insatisfaction, mais qui est très souvent acceptable. Le cas le plus simple à donner, l'exemple le plus simple à donner, c'est que, prenons au hasard, un collaborateur qui s'appelle Abdallah, qui a toujours tendance à venir en retard. Toujours une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Il trouve toujours le moyen donc, de se justifier. Le bus, Arbalia, donc c'est pas parce que c'est lui qui est venu en retard pour prendre le bus, mais c'est la faute au bus qu'il n'a pas attendu.
Donc, c'est tout le temps donc, un exemple comme ça, donc un prétexte comme ça pour gratter 1 heure par jour de travail. Il y a toujours une journée par laquelle soit il ramène sa maman pour faire une échographie, soit c'est sa fille qui a la grippe, etc. Mais ce Abdallah est tellement compétent, est tellement gentil et honnête que voilà, c'est une personne à ne pas laisser partir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème, mais qu'on accepte pour l'intérêt de l'entreprise, pour l'intérêt, donc pour la bonne marche de la pharmacie. Alors que le conflit, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, donc, surtout quand il s'agit d'un conflit donc, relationnel où l'autre partie va utiliser, va user beaucoup plus de la manipulation qu'autre chose. Donc, elle ne va pas le montrer, mais elle va faire beaucoup d'actes de telle sorte que, par la suite, elle va contraindre l'autre partie à céder. Il est certes observable d'après le comportement de la personne, etc. Mais ce conflit, lorsqu'il y a accumulation, parce qu'il génère tellement d'insatisfaction, et ce cumul d'insatisfaction, à un certain moment, va être intolérable, insupportable, et là, ça devient un conflit. Ça se transforme en un conflit qu'il faut absolument régler. Donc, c'est là qui était toujours absent, qui venait toujours en retard, à un certain moment, il y aura un ras-le-bol. Donc, le ras-le-bol du pharmacien qui va faire appel à Mohamed, donc, pour prendre son affaire, donc, et là, donc, il y a un conflit qu'on va essayer de générer soit par des moyens alternatifs de gestion des conflits qu'on aura l'occasion de voir tout de suite, soit carrément par un moyen radical, c'est-à-dire une décision carrément de justice. Alors, donc le conflit, donc, on peut le définir à travers ce qu'il est, c'est-à-dire à travers la manière dont il apparaît, la manière dont il est décrit, ses mots d'expression, très souvent des paroles impropres, des attitudes non conformes. L'employé qui ne veut pas mettre sa blouse, qui met sa blouse, qui la laisse ouverte, qui met ses mains dans la poche, qui circule avec les mains dans la poche, c'est des attitudes qui ne sont pas acceptables donc, au niveau de la pharmacie. On peut définir également le conflit par ce qu'il fait, les conséquences donc, qui vont naître par la suite. Parce qu'une personne, surtout des profils qui sont un petit peu particuliers, les profils manipulateurs, donc non seulement il va se contenter de générer des conflits pour son propre intérêt, mais il va manipuler même l'équipe. Il va commencer à manipuler l'équipe pour faire donc exalter un petit peu le problème et donc bien sûr pousser le pharmacien donc à céder donc à ses désirata. Et on peut définir également le conflit parce qu'il devient son évolution. Et là, donc, parfois, donc, ça peut aller jusqu'au blocage de l'entreprise, c'est-à-dire donc c'est la grève avec donc, fermeture de l'établissement, etc., avec toutes les conséquences fâcheuses donc, qu'on connaît. Donc rapidement, pour ne pas manipuler le temps, plutôt monopoliser le temps. Donc les formes et les causes du conflit. Donc les conflits du travail peuvent donc être mineurs ou majeurs. Un conflit de travail mineur, c'est-à-dire un employé qui vient très souvent en retard, donc il suffit de le prendre donc en aparté et de discuter avec lui, donc avec beaucoup d'assurance, en lui faisant rappeler un petit peu que peuvent être les conséquences du droit s'il continue à se comporter ainsi. C'est-à-dire qu'il risque d'être licencié pour faute grave, etc. Par contre, un conflit majeur, c'est un conflit qui touche quelque chose de fondamental et de substantiel dans la relation contractuelle. Par exemple, exploiter un employé plus d'heures que ce n'est prévu par la loi et ne pas le payer avec le minimum qui est prévu par la loi constitue un problème très grave, un problème majeur. C'est-à-dire ne pas assurer toutes les conditions de sécurité et d'hygiène au niveau de l'entreprise constitue donc un conflit majeur pour, cette fois-ci, non pas pour l'employé, mais pour le pharmacien lui-même. Le conflit peut être individuel ou collectif, il peut s'agir d'une seule personne, comme il peut être donc, étendu à l'ensemble de l'équipe. Donc il peut être limité à un lieu de travail ou bien étendu à d'autres entreprises. Ce n'est pas le cas de la pharmacie parce qu'il y a le principe donc, de l'unicité donc, de
de l'exploitation. Donc un pharmacien n'a pas plusieurs sites, il n'a pas le droit de le faire. Donc il peut, dans le cas de la pharmacie, il ne peut être que localisé au niveau de la pharmacie. Alors, toujours dans la même rubrique, donc certains conflits trouvent une solution rapide, d'autres risquent de perdurer très longtemps. Donc j'ai donné l'exemple d'un conflit qui se résout rapidement, c'est-à-dire quand vous donnez une fiche de paie à votre salarié et au début vous avez convenu un salaire, je ne sais pas, de 5 000 dirhams, et donc c'était 5 000 dirhams bruts, il faut déduire un petit peu les retenues. Et là, il se retrouve avec 3 500 dirhams pour lui. Donc, où sont partis les 1 500 dirhams? Donc, il suffit juste donc, de faire un peu de pédagogie et de lui expliquer donc, où sont partis qu'est-ce qu'elle représente donc, cette différence. Et là, le conflit, une fois donc, discuté, donc, va disparaître. Il y a donc les conflits individuels et les conflits collectifs, on en a parlé, on va passer rapidement. Il y a ce qu'on appelle les conflits de droit. Un conflit de droit est un désaccord entre un ou plusieurs travailleurs et leur employeur sur la violation d'un droit inscrit dans la loi, ou bien dans le cadre d'une convention collective ou dans le cadre du contrat de travail. C'est-à-dire, c'est la réalité, donc la pratique au niveau de la pharmacie représente une fausse représentation de ce qui a été convenu entre l'employeur et le salarié. C'est-à-dire que dans le cadre du contrat, il a été stipulé une demi-journée par mois de repos, un samedi et une matinée par mois. Donc l'employeur, plutôt l'employé, devrait bénéficier d'une demi-journée pour aller s'occuper un petit peu de ses enfants. Mais par la suite, donc l'employeur essaie de retenir, donc c'est-à-dire il fait de sorte que cette disposition du contrat donc, ne soit pas appliquée. Et là, ça va générer un conflit, donc il faut absolument donc régler. Une violation de la loi, donc on en reparlera tout à l'heure, c'est quand les deux parties, l'une des parties ne respecte pas ses obligations légales qui sont à sa charge. Par exemple, en ce qui concerne le salarié, la ponctualité, la confidentialité, donc les exemples, donc on en reparlera tout à l'heure. Et là, donc c'est un conflit. Ce sont les conflits qui sont généralement, donc qu'on retrouve généralement dans toutes les relations contractuelles, notamment dans le cadre de la pharmacie. Alors, généralement, donc les conflits, donc voilà, donc on trouve une solution toujours. Il n'y a pas de conflit donc, qui n'a pas de solution. Et généralement, donc l'approche qui est toujours. Donc, pardon? On en reparlera tout. Il me reste 2 minutes et on en reparlera par la suite. Donc un conflit, s'il vous plaît. Donc un conflit donc, se résout donc, selon une approche classique et qui n'est pas la bonne dans la plupart des cas. C'est-à-dire que soit donc, quand il y a un conflit, on va essayer de l'éviter. L'une des parties va éviter le conflit. L'exemple d'El Sabla tout à l'heure, le pharmacien, donc, il est lésé parce que le monsieur il est toujours en retard et il se permet de gratter un jour par semaine. Mais il se dit, voilà, tant qu'il fait son travail correctement, tant qu'il est sérieux, il ne vole pas, voilà, donc je le garde. D'accord? D'un autre côté, l'employé, c'est-à-dire le salarié, même s'il est un petit peu lésé, c'est-à-dire que les augmentations légales prévues par la loi ne sont pas toujours voilà, à l'ordre du jour, d'accord, on les retarde au maximum, il se dit, bon, j'ai pas d'autre choix parce que le pharmacien est gentil, il est sympathique, voilà, donc il me laisse tranquille, je fais mon travail tranquillement et j'ai d'autres avantages. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Donc, on évite à ce que donc, les parties rentrent dans une confrontation dans le cadre d'un conflit. Parfois, on utilise le pouvoir. Le pharmacien va utiliser le pouvoir de dissuasion. Soit vous faites votre travail, soit vous prenez la porte. Avec votre salaire, je peux embaucher 2 autres personnes, surtout avec les jours, avec donc les temps qui courent. Donc la demande dépasse l'offre, ou plutôt l'offre dépasse la demande. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de prétendants au travail que donc de postes d'emploi disponibles. Et donc il y a donc la troisième étape, c'est l'utilisation des droits. C'est la menace de recourir à une voie de droit, c'est-à-dire une mesure donc, judiciaire, c'est-à-dire saisir soit l'inspection de travail dans un premier lieu et par la suite passer au juge, etc. Soit donc essayer de chercher un consensus, c'est-à-dire rentrer en discussion
discuter, donc on utilisait ce qu'on appelle donc des méthodes alternatives de résolution des conflits. Alors, généralement, donc, la démarche elle est la suivante, donc, comme je viens de le dire, c'est l'évitement, le pouvoir, l'utilisation des voies de droit et le consensus, on le laisse généralement à la fin. C'est-à-dire soit le salarié, soit le pharmacien, il voit que la décision du juge lui est défavorable, il essaie de rentrer voilà, en négociation. Donc c'est la pyramide inversée et c'est la très mauvaise approche. Donc c'est l'approche à éviter. Donc c'est le système de résolution qui est inefficace. Alors ce qu'il faut, c'est inverser donc, la pyramide, d'éviter l'évitement, c'est-à-dire de la phase de silence, c'est pas grave, non, jamais. Il faut donc en parler, il faut trouver une solution. D'accord? Donc il faut donc privilégier le consensus, la discussion, la négociation, etc. Par la suite, passer au droit, sur le pouvoir qui est la menace de fermer l'entreprise, etc. Donc ça, c'est le moyen donc, le plus efficace. Alors, dans cette démarche, donc nous avons le consensus, donc on peut utiliser donc, la médiation, le dialogue, la négociation, la conciliation et la médiation, qui sont des procédures extrajudiciaires. C'est-à-dire qu'elles se déroulent dans le cadre de l'entreprise, donc soit entre le salarié et son patron, ou bien en présence d'une tierce personne qui va servir de conciliateur ou bien de médiateur. Et là, donc, c'est Mohamed va nous parler de ces procédés, parfois qui sont obligatoires, notamment dans le cadre d'une négociation collective, quand l'entreprise donc, dispose d'un volume assez important de salariés. Donc là, donc, c'est une procédure qui est prévue d'ailleurs dans le cadre du Code de travail, et donc elle est privilégiée. Par la suite, donc, il y a les droits, c'est-à-dire la menace d'exercer une voie de recours, saisir donc, la juridiction sociale donc, pour trancher les litiges, et par la suite, donc, on passe au lockout. Alors, la médiation, conciliation et dialogue. Donc, le dialogue est un processus de discussion et d'écoute, de partage des informations et des idées et des inquiétudes. Donc, on parle à cœur ouvert. Donc voilà, chaque partie va reprocher à l'autre un certain nombre de choses, et on va essayer de se mettre d'accord, de trouver une solution donc dans l'intérêt de l'entreprise pour trouver une solution. La négociation, voilà, donc c'est donnant-donnant, donc c'est un processus dans lequel au moins deux parties avec des intérêts communs et contraires se réunissent pour parler et écouter afin de parvenir à un accord qui leur est acceptable. Et là, il y a toujours des concessions à faire. Donc personne n'est dans une confortable sinécure, donc il faut donc faire des concessions. La conciliation et la médiation, parfois elle est obligatoire, elle est prévue dans le cadre du Code de travail, et si elle n'est pas prévue, rien ne l'interdit, je parle sous le contrôle de l'Oustad, donc c'est un moyen qui est conseillé, qu'il faut toujours privilégier, c'est-à-dire trouver une médiation donc, dans le cadre donc, il y a l'arbitrage qui est soit obligatoire, qui est volontaire. Et là, donc, c'est dans le cadre de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a un arbitre qui est désigné d'un commun accord entre les parties, soit il est donc imposé par la juridiction, et l'arbitre donc va écouter les deux parties, c'est lui qui va proposer une solution dans le cadre de ce qu'on appelle une sentence arbitrale. Donc il va rendre une sentence dans laquelle il va émettre une décision qui va recevoir par la suite l'exécutoire du juge, donc du président du tribunal d'instance, et elle va devenir obligatoire. Et bien sûr, il y a donc la procédure de justice, c'est-à-dire l'une des parties va saisir un juge qui va donc user donc d'une procédure, le code de procédure civile, et il va appliquer le code de travail, et il va rendre sa décision. Donc, bien sûr, la première décision, donc, ce qu'on appelle la première instance, elle est susceptible d'appel. Par la suite, donc, elle peut faire l'objet d'un pourvoi de cassation. Mais une fois qu'elle va devenir définitive, elle est exécutoire. Donc, elle va donc, acquérir ce qu'on appelle l'autorité de la force jugée. Eh bien, les derniers moyens, c'est la violence, c'est donc la grève, la menace de grève, l'exécution de la grève, ou bien le blocage de l'entreprise. Ça se fait de la part des salariés, des employés. Par contre, le patron lui-même, c'est-à-dire le pharmacien, on parle pour le cas du pharmacien, donc si vraiment la situation devient infernale, il a le droit carrément de fermer l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le lockout,
Et là, donc, c'est des décisions voilà, qui dégénèrent, qui ne sont pas. Donc, il vaut mieux ne jamais arriver donc, à cette situation. Alors, pratiquement, donc, pour un petit peu lancer donc, les choses sérieuses, donc, dans le cadre de la pharmacie, donc, les origines des conflits de travail, donc, ils peuvent être soit d'ordre managérial, c'est-à-dire que l'esprit de la loi donc, elle est appliquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement en termes d'application de la loi, donc il y a juste des agencements, plutôt des ajustements à faire dans la relation de travail. Un employé donc, qui a un niveau d'études assez élevé, donc bien sûr il doit être traité, il ne doit pas être traité donc, de la même manière, il ne doit pas être mis sur un pied d'égalité avec quelqu'un qui a un bac plus 4 ou bien un bac plus 5, on ne va pas le traiter comme quelqu'un qui n'a même pas donc, le niveau bac. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le redéploiement, le changement de poste, etc. Peut-être qu'il a le droit à plus de responsabilités, etc. Donc là, ça relève de la gestion beaucoup plus d'autres choses. Et il y a donc les origines du conflit peuvent être liées à la compétence du collaborateur. Donc, un collaborateur parfois qui est compétent, mais qui outrepasse un petit peu ses prérogatives, sachant qu'au niveau de la pharmacie, un employé n'a pas le droit de tout faire. Il n'a le droit d'effectuer aucun acte s'il n'est pas sous la supervision soit du pharmacien propriétaire, soit d'un pharmacien assistant. D'accord? Donc, parce que l'activité, elle est réglementée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est fortement réglementée. En pharmacie, on n'a pas le droit de tout faire. Chaque acte pharmaceutique a toujours donc, une composante juridique, un soubassement de droit, soit qui va nous permettre de faire de telles choses, soit qui va carrément nous l'interdire. Et il y a beaucoup plus d'obligations de ne pas faire que de faire. Si vous prenez un petit peu la loi 1704, si vous prenez le DAE de 1922, qui sont les textes fondamentaux de l'exercice de la pharmacie, il n'y a pas de permission, il n'y a que des interdictions. Que des interdictions. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. C'est ce qu'on appelle les obligations de ne pas faire. D'accord? Alors, quid de l'employé? Si déjà le pharmacien n'a pas la main libre pour faire tout ce qu'il veut, un collaborateur, donc là, c'est encore plus corsé. Et il y a également des origines d'ordre légal et réglementaire, c'est-à-dire l'inapplication ou bien le non-respect du Code du travail. Et je pense que c'est l'origine donc la plus courante et qui génère le plus de conflits au niveau de l'officine. Alors, l'origine légale et réglementaire, c'est le Code du travail, c'est la loi 65-99 que vous connaissez, donc qui met un cadre juridique donc, dans le cadre donc, des relations de travail. Alors, les conflits de travail en officine qui ont pour origine donc, la loi, c'est-à-dire le Code du travail, elles concernent, à mon sens, principalement 3 éléments. Tout d'abord, la formation du contrat. Deuxièmement, l'exécution du contrat. Et bien sûr, en dernier lieu, la fin du contrat ou bien la rupture du contrat. Donc, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la formation du contrat, donc il y a toujours donc, les points de discorde concernent très souvent le formalisme juridique. D'accord? Le pharmacien ne veut pas réaliser un contrat par écrit parce qu'il ne veut pas donner une preuve ou bien il veut occulter la relation contractuelle. Chose que si Mohamed va nous expliquer donc, doctement, c'est-à-dire que l'écrit, il existe ou il n'existe pas, c'est-à-dire la relation contractuelle aux yeux de la loi, elle est existante. Donc là, le formalisme donc, peut générer parfois donc, des discordes entre le salarié et son employeur. La qualification du contrat, est-ce qu'il s'agit d'un contrat de stage? Est-ce qu'il s'agit d'un contrat de pré-embauche? Est-ce qu'il s'agit d'un CDD, d'un CDI, etc. C'est-à-dire la qualification du contrat génère très souvent donc, des conflits. Deuxième point, l'exécution du contrat, c'est-à-dire la mise en œuvre du contrat qui doit être conforme au Code du travail. En ce qui concerne la durée du travail, on n'a pas le droit de faire travailler un salarié au-delà des heures donc, légales. On n'a pas le droit d'interdire à un salarié le repos hebdomadaire. C'est un acquis de droit. Les congés sont donc, obligatoires. Chaque salarié a le droit de se reposer, de prendre son congé. Et en plus, le congé, il est payé. On n'a pas le
le droit d'occuper un salarié un jour férié, sauf si la pharmacie est de garde. Et bien sûr, cette occupation donc, va produire donc, des effets de droit, c'est-à-dire qu'il a le droit à la récupération et au salaire et ainsi de suite. Donc tout ça, on va en parler. Et bien sûr, les augmentations du salaire. C'est-à-dire que l'employé n'est pas un esclave. C'est-à-dire qu'il est recruté à 3 000 dirhams, il ne va pas terminer sans que sa vie donc, avec 3 000 dirhams. Donc il y a des obligations obligatoires qui doivent se faire donc, et qui sont prévues donc, au niveau du Code du travail. Enfin, le dernier point, c'est la fin ou bien donc, la rupture du contrat. Et donc très souvent, donc, on peut arriver à une rupture à l'amiable, c'est-à-dire on va se mettre d'accord sur donc, la fin de ce contrat. Il y a ce qu'on appelle la rupture de contrat pour faute grave, quand le salarié va donc, commettre une faute impardonnable. La rupture abusive qui est déconseillée, donc c'est quand le pharmacien de lui-même va décider donc, de se séparer de son employé, et là, donc, il est tenu de faire, donc, plutôt d'assurer l'indemnisation de ce salarié. Il y a donc la fin conventionnelle du contrat, c'est-à-dire qu'il y a un terme au contrat, mais là, donc, je pense que les juges donc, appréhendent cette question autrement. Et enfin, donc, il y a la fin du contrat, donc, par limite d'âge, qui elle-même génère très souvent donc, des conflits. C'est-à-dire à la fin, le salarié, bien sûr, quand il part à 60 ans, aujourd'hui 60 ans, c'est jeune. D'accord. Donc à 60 ans, c'est difficile de retrouver du travail. D'accord. Donc il va donc essayer d'un petit peu de trouver un prétexte pour gratter quelque chose avant de partir. Voilà, donc j'espère que j'ai un petit peu balisé donc, le terrain pour mon ami Oustad Anebol pour justement donc, nous parler des effets juridiques donc, qui peuvent naître à la... Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être présent et je remercie aussi les organisateurs de cet atelier pour le sujet, l'importance du sujet et puis bien sûr pour la confiance qu'ils m'ont témoigné pour être présent avec vous cet après-midi. Merci à professeur Maïwat pour tout ce que vous avez expliqué. D'ailleurs, vous m'avez épargné une partie de ce que j'ai présenté. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer d'aller vers le fond du sujet parce que on m'a fait part de beaucoup de problèmes que vivent les pharmaciens dans la pratique. C'est vrai que la gestion des conflits, c'est un océan. On ne peut pas, en 1 heure ou 2 heures, on ne peut pas tout prévoir pour traiter l'ensemble des questions qui concernent la gestion des conflits au sein de l'officine. Le temps qu'on règle un petit problème technique, je vais quand même commencer à aborder certains points qui me semblent très importants. Dans l'optique de traiter, je pense, le cas le plus important, et d'ailleurs vous avez aussi bien fait de citer, madame, c'est le problème des vols dont se plaignent beaucoup de pharmaciens. Mais il est important dans un premier temps de planter le décor parce qu'il faut développer un certain nombre de réflexes. Lorsqu'on parle de gestion de conflit, déjà l'existence du conflit. Donc ce conflit existe. Et on sait que lorsque nous sommes dans une relation contractuelle, relation humaine, quelle que soit la discipline, forcément nous sommes confrontés à des conflits professionnels, familiaux, humains, civils, même avec l'administration. Donc on n'est pas à l'abri de conflits. Et d'ailleurs, dans cette optique, très souvent, j'applique une citation qui veut la paix prépare la guerre. Alors, dans quel sens je dis ça? C'est qu'il faut se prémunir préalablement. Il faut avoir une assise juridique solide pour pouvoir faciliter le traitement du conflit plus tard. Alors, je m'explique. Et notamment, je vais essayer de mettre l'accent, bien sûr, sur la relation professionnelle qui unit le pharmacien à son employé, sinon, dans le cadre général, employeur-employé. Déjà, c'est une relation qui commence, et comme l'a si bien expliqué mon cher ami, ça commence déjà par un contrat. C'est une relation qui existe, une réciprocité de droits et d'obligations entre employeur et employé, et bien sûr avec les conséquences juridiques qui en découlent, notamment en termes de paiement de salaire, en termes d'heures de travail, en termes de prestations, en termes de ce à quoi s'attend aussi le pharmacien, etc., etc.
L'important, et effectivement, j'insiste sur ce point, le professeur Maout l'a si bien expliqué, la relation de travail peut ne pas reposer sur un contrat. Le contrat n'est pas une obligation pour prouver l'existence de la relation de travail. Ça, c'est une chose dans un cadre général. Dans la loi 1704 forme code du médicament, les contrats sont soumis à l'appréciation du Conseil de l'ordre, sauf que le décret d'application n'est pas encore mis en vigueur. Vous me corrigez si je me trompe, bien s'il est sorti entre-temps, mon cher professeur. La loi 1704 parle du contrat entre le pharmacien et l'assistant. Oui, je suis d'accord. De toute façon, c'est une relation, voilà. Donc elle répond aussi. pour essayer d'éviter de diluer un petit peu la responsabilité du pharmacien principal par rapport au détriment de... Très bien. Très bien. Mais on reste toujours dans le cadre de l'application du droit de travail. Alors, lorsqu'on dit droit de travail et lorsque, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un contrat de travail qu'on ne le fait pas. Il est beaucoup plus intéressant de l'avoir. Il est fortement conseillé d'avoir un contrat de travail. Ça rentre dans ce que j'ai dit, il faut préparer les choses en amont, c'est-à-dire il faut avoir un contrat. Les obligations doivent être clairement spécifiées, clairement exprimées sur le contrat afin d'éviter dans le futur une interprétation qui risque de se retourner contre le pharmacien en dépit d'une position juridique solide. J'insiste parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour obtenir un résultat positif plus tard. Je vais essayer d'expliquer ça tout à l'heure afin de laisser assez de temps pour vous d'ailleurs parce que les cas pratiques sont importants, on va essayer d'avoir un échange. Et puis pour vous prémunir contre les mauvaises surprises, je suis dans le monde judiciaire et je sais comment ça se passe parfois, il ne suffit pas d'avoir raison. Et d'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure, lorsqu'on va en justice, ce n'est pas forcément qui gagne, qui perd. Il y a une belle citation qui m'a toujours interpellé, c'est de Maurice Chaplin. La justice, c'est l'injustice équitablement partagée. Ah, donc, il faut tout faire pour éviter d'arriver à la justice à travers un certain nombre de mesures qu'on va essayer de lister dans un moment. Alors déjà, le contrat, comme je l'ai dit, c'est un engagement bilatéral entre deux personnes. C'est la loi des parties, donc l'article 230 que j'ai mis sur, sur ma présentation. Bon, on va essayer de régler ça. L'article 230 du DOC instaure un principe selon lequel le contrat est la loi des parties. Donc on n'a pas à interpréter, on n'a pas à aller chercher une autre condition, sauf celle que les parties ont mise sur leur contrat. Ça facilite le travail du juge plus tard. Maintenant, dans cette relation, bien sûr, il y a trois phases. La phase de la formation, c'est-à-dire quelles sont les conditions sur lesquelles on se met d'accord. Il y a la vie du contrat, c'est-à-dire lorsque le contrat est en vigueur entre les parties, donc a priori, il n'y a pas de problème, sauf à part les obligations, si chacun respecte la sienne, il n'y a pas de problème. Mais les problèmes surgissent plutôt à la fin du contrat, lorsqu'il y a résiliation ou lorsque une partie se projette dans la résiliation, estimant qu'elle est en droit de le faire. C'est pour ça que la loi a, bien sûr, encadré la situation de la rupture du contrat. Et la rupture du contrat en matière de travail, elle répond à deux cas de figure. Il n'y en a pas trois. À deux cas de figure. Le troisième, il est d'ordre légal parce que c'est la retraite. Mais la rupture d'un contrat avant terme, il y a deux cas de figure. C'est la démission et le licenciement. Le licenciement, il est dicté bien sûr, par l'obligation pour l'employeur de trouver une faute grave imputée au salarié pour qu'il se prévale du licenciement justifié. Mais attention, l'interprétation qu'on donne à la faute, très souvent, elle est mal perçue. La loi parle d'une faute grave. On aurait pu se contenter de dire faute et on arrête là. Mais on parlait d'une faute grave, c'est-à-dire c'est la gravité de la faute qui justifie ou non la rupture et non pas la faute elle-même. Al-khata al-jassim. On aurait pu se contenter de dire al-khata al-jassim. Ça veut dire on cherche quelle est la gravité de la faute qui peut provoquer la conséquence qui est le licenciement. Alors je vais essayer de survoler ça rapidement parce que je pense que les cas de vol sont très importants pour traiter, pour vous soumettre un certain nombre de solutions. Mais ces éléments-là, dans un premier temps, peuvent prévenir éventuellement des choses qui peuvent générer ou bien engager la responsabilité du pharmacien. Donc, le cas du licenciement répond à la faute grave, il faut la trouver. Et deuxièmement, il faut respecter la procédure de licenciement. Attention, parce que les fautes graves, elles sont énumérées dans le Code du travail à titre indicatif. On ne peut pas prévoir toutes les fautes graves
qu'on peut trouver dans le monde pratique. Mais voilà, donc il y a des choses qui peuvent s'apparenter à des fautes graves et c'est le juge qui en apprécie la portée pour justifier ou non, pour prononcer ou non si le licenciement est justifié ou pas. Alors, la procédure de licenciement, c'est-à-dire en dépit d'une faute grave constatée, avérée, avec un procès-verbal, avec même une vidéosurveillance, si la procédure de licenciement n'est pas respectée, l'employeur est condamné à indemniser son salarié, même en cas de perpétration d'une faute grave. Donc, il faut faire très attention. Cette procédure de l'article 62, elle est très connue. En tout cas, dans les grandes structures, il y a des départements qui peuvent un petit peu conseiller aux administrateurs ou bien aux gérants de trouver des solutions, les orienter vers l'application stricte de la loi. Mais parfois, j'ai eu à traiter des cas où malheureusement, faute de conseil, il y a des gens qui se sont vus condamnés à payer des indemnités pour quelqu'un qui a commis quand même une faute grave. Donc l'article 62, en 2 mots, c'est rapide. Il faut constater la faute, d'abord, dans un premier temps. Il faut convoquer le salarié dans un délai strict de 8 jours. Si ce délai n'est pas respecté, on ne peut plus sanctionner. C'est très important. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est normal, parce que ce n'est pas parce que j'ai constaté une faute que je vais faire du chantage à mon salarié pendant 10 ans. Attention, je vais revenir sur la faute que vous avez perpétrée telle date. Donc la logique, il faut que la procédure soit engagée dans un délai de 8 jours à compter de la constatation de la faute. Alors, deuxième chose, on convoque le salarié pour une séance d'écoute. Ce qu'on appelle une séance d'écoute, ça veut dire on lui reproche X motif, il doit se défendre. Il se défend devant son employeur, oui, non, peu importe, on dresse un procès verbal. Et 48 heures, on doit décider dans un délai de 48 heures, si licenciement, pas licenciement, suspension, etc. etc. Donc c'est cette procédure qu'il faut respecter, faute de quoi on risque d'être condamné. Donc en termes, et ça c'est le volet civil de la chose. Maintenant, il y a le cas de la démission. La démission, bon, on sait un petit peu ça correspond à quoi. C'est une rupture unilatérale à l'initiative de l'employé. Alors, à la condition que la démission soit impérativement, la signature doit être légalisée. Sinon, le document n'est pas recevable. Deuxièmement, le salarié doit observer le délai de préavis. Alors, pour les conséquences juridiques, en fonction de l'ancienneté du salarié, si le salarié engage une procédure en licenciement, il y a un calcul qui est fait sur l'ancienneté, sur le préavis et sur l'indemnité de licenciement. En général, ce sont des sommes importantes s'il y a une ancienneté assez conséquente. Pour le cas inverse, c'est-à-dire si le salarié démissionne sans respecter le préavis, la seule chose auquel prétendra peut-être l'employeur, c'est les 2 mois de salaire qui correspondent peut-être aux 2 mois de préavis. Donc si c'est 2 mois de préavis, si c'est 3 mois de préavis, mais uniquement ce qui correspond aux 2 mois qu'il n'aura pas respecté. C'est tout. Maintenant, on va aller vers ce qui est plus important, je pense, et j'ai traité pas mal de cas dans ce sens, c'est les cas de vol et comment contrôler, quelles sont en quelque sorte les mesures à prendre afin d'éviter ce genre de problème. Il n'y a pas, vous savez, si on prend la chose d'un point de vue général, on ne peut pas empêcher quelqu'un de voler. C'est-à-dire, si quelqu'un est animé d'une mauvaise intention, il va perpétrer son acte, mais à condition d'en assumer les conséquences. Maintenant, quelles sont les mesures qu'on peut prendre en amont afin ne serait-ce que limiter la chose ou bien sécuriser les opérations afin de mettre la personne devant ses responsabilités. À part le contrat, le contrat c'est le volet civil de la chose, on s'engage sur des prestations. Mais à l'occasion de cette prestation, il se peut que l'employé aille mettre la main à la caisse, détourner des sommes, etc. Donc comment faire? Parce qu'on m'a souvent appelé pour me dire qu'est-ce que je fais? Si le vol est constaté, la seule issue possible et la seule mesure à prendre, c'est de porter plainte. Mais de quelle plainte on parle? Alors attention, il y a 2 sortes de plaintes. Il y a la plainte que l'on connaît, classique, normale, chez le procureur. Il y a une plainte qui est adressée à monsieur le procureur du roi, qui ordonne une enquête afin de savoir qui a fait quoi, etc., etc. Ça prend du temps. C'est la police judiciaire qui met l'enquête et ça prend du temps et parfois même c'est contraignant pour le pharmacien qui doit se déplacer à chaque fois pour aller faire sa déclaration en fonction de la déclaration du salarié. Donc,
c'est efficace en termes de gêne que peut occasionner la chose contre l'employeur des auteurs de l'acte, mais ça peut être aussi gênant pour l'employeur lui-même. Mais il y a une autre plainte qu'on peut envisager éventuellement, c'est ce qu'on appelle la citation directe. La citation directe, ça permet d'éviter ces tracasseries de faire les déplacements à chaque fois au commissariat. La citation directe, Shikael Mubashira, on s'adresse directement au tribunal, c'est-à-dire au président du tribunal. La première, elle est adressée au procureur qui ordonne une enquête. Il faut attendre la fin de l'enquête. Après la fin de l'enquête, il y a un rapport qui revient au procureur et le procureur, en fonction de ce qu'il aura constaté ou bien en fonction de l'enquête, il décide si oui ou non il faut poursuivre. Quand on dit poursuivre, il faut qu'il y ait un procès dirigé contre X personnes. Ça prend du temps. Maintenant, quand on parle de citation directe, on ne passe pas par ces étapes. On s'adresse directement au tribunal. Il y a un procès pénal qui se tient. Le juge définit une somme en guise de caution qu'il faut verser à la caisse du tribunal. En général, ce n'est pas de grosses sommes, ce n'est pas décourageant, mais ça permet au moins de traiter l'affaire rapidement et ne pas dépendre d'une enquête qui peut s'étaler sur des mois et des années parfois. Ça, c'est le réflexe qu'on peut avoir lorsque le vol est perpétré. Mais comment prévenir tout ça? Il y a d'autres artifices. Pourquoi ne pas placer, très souvent la question a été posée, sur la question du placement des caméras. Alors je ne sais pas, pour certains pharmaciens, j'ai eu des cas où des caméras étaient placées, d'autres cas où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Alors la question a été tranchée par le tribunal où on a le droit de placer des caméras et la loi sur la protection des données personnelles, elle prévoit lorsque l'implantation ou bien la mise en place des caméras à des fins légitimes, si la finalité est légitime, il n'y a aucun problème. On ne peut pas se dire non, c'est une atteinte à la vie privée. L'atteinte à la vie privée, lorsque les caméras sont placées dans des endroits où il y a une intimité à respecter. Là, on est parfaitement d'accord. Mais pour l'employeur, si la caméra est une nécessité afin de contrôler le travail, c'est autorisé. Donc, le principe, c'est que c'est autorisé. Autre chose, à condition, il y a une procédure administrative à respecter. C'est-à-dire, voilà, exactement, il va falloir remplir un formulaire et puis le soumettre à la CNDP, à la Commission nationale de la protection des données personnelles. Donc c'est une procédure et afficher dans les locaux de l'officine ou bien dans les locaux de travail, attention, le local ou bien les bureaux sont soumis à un contrôle par caméra. Il faut que ce soit clair et spécifique. Oui, madame. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le contrat, parce qu'il se peut que ça intervienne plus tard. Mais, c'est-à-dire la réponse est oui, c'est possible, mais vous avez une mesure beaucoup plus simple, c'est que vous l'affichiez dans la pharmacie, c'est-à-dire, voilà, attention, local soumis à surveillance par caméra, etc. Donc toutes les personnes sont averties, sont informées de l'existence de caméras dans les locaux. Il faut faire ça. Alors, il faut franchir le pas aussi parce qu'il y a des gens qui vous disent écoutez, je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas engager de procédure. Et toute la question est là. C'est des gens qui sortent parfois la difficulté pour justifier le non-recours à la plainte. Pardon ? Oui ? Oui ? Oui. C'est un formulaire. Alors, sur le site de la CNDP, Commission nationale de la protection des données personnelles. Donc, c'est l'institution de contrôle qui est désignée en vertu de la loi 0908. C'est l'institution de contrôle qui peut même mener des enquêtes. Elle est habilitée à mener des enquêtes afin de vérifier les enregistrements, si les choses sont respectées. Et des gens peuvent porter plainte si des caméras sont placées à leur insu. Donc, c'est la commission, on va dire en quelque sorte, le régulateur de l'opération. C'est juste une autorisation. Ça veut dire que le placement des caméras a été fait en ayant préalablement averti la Commission nationale de protection des données personnelles. Donc, si vous le faites, vous êtes en droit de placer. Bien sûr, il y a d'autres conditions à respecter, c'est-à-dire, voilà, il y a des conditions. L'utilisation, vous êtes responsable des caméras que vous mettez en place, c'est-à-dire la diffusion des enregistrements, vous en êtes responsable. Ce n'est pas parce que j'ai été autorisé que j'ai le droit de les distribuer partout ailleurs. Donc, je suis responsable des enregistrements et il faut les maintenir pendant une durée de 3 mois. C'est obligatoire. Au-delà de 3 mois, ils peuvent être détruits, effacés ou bien gardés précieusement quelque part.
Donc au moins, parce que pourquoi on dit ça? On dit ça parce qu'on n'a pas encore de formule magique ou de recette pour dire il n'y aura plus de vol plus tard. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un décide de voler, peut-être ce sont les artifices qui vont changer. Mais néanmoins, lorsqu'on aura pris préalablement un certain nombre de mesures, des caméras de surveillance, ou bien on part porter plainte, il faut franchir le pas. Parce que si on porte plainte une fois, deux fois, trois fois, il y a les enquêtes qui vont être beaucoup plus efficaces que celles auxquelles on assiste parfois. Parce que c'est pas, je le dis parce que bon, je le pense, c'est pas parce qu'on n'ose pas que c'est difficile, c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, mais c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Il faut engager. Et les plaintes, lorsqu'elles atterrissent, je vous assure que ça existe. Les plaintes, c'est vrai que sur une plainte, bon, il se peut que j'ai raison, il se peut que j'ai tort. 2 plaintes, c'est peut-être une coïncidence. 3 plaintes, c'est peut-être un concours de circonstances. Mais 4, 5 plaintes concernant peut-être la même personne, ou bien des soupçons, ou bien des vols à répétition, je vous assure que l'enquête est correctement menée et les auteurs sont appréhendés. Oui. Alors, je l'ai dit dans un cadre général déjà, parce que constater la faute, c'est le code du travail. Ça veut dire la faute, enfin, le fait reproché, on doit convoquer le salarié dans un délai de 8 jours à compter, et attention, à compter de la constatation de la faute. Il se peut que la faute soit commise il y a 3 mois, mais je l'ai constaté aujourd'hui ou bien la semaine dernière. Donc, je suis toujours dans les 8 jours. La constatation de la faute, c'est différent. Mais là, bien sûr, tout dépend, parce que vous savez, les fautes sont tellement diversifiées qu'il y a des cas où on ne peut pas le prouver. Et là où se heurte un certain nombre de principes, c'est que je doute que ce soit X personne qui ait commis le vol. Je porte plainte quand même contre X. Je ne le nomme pas. Parce que si on porte plainte contre une personne nommément, on dit que c'est X personne, on porte plainte contre cette personne, et que finalement l'enquête ou bien même un procès révèle que ce n'est pas lui, classement de l'affaire ou bien un jugement d'acquittement, il se peut qu'il se rabatte contre vous. C'est ce qu'on appelle la dénonciation calomnieuse. Il a le droit de le faire. Maintenant, c'est pour ça que je préconise le recours au pénal lorsque nous avons un doute. C'est juste porter à la connaissance des éléments de la police qu'il y a eu un vol à telle date. J'ai constaté un écart de X sur ma caisse. Voilà. Donc, si ça se répète, je le fais en début du mois, le 10, le 20, le 30, ces choses à répétition provoqueront certainement une enquête dirigée par la police afin de trouver l'auteur des vols. On peut les orienter certainement à travers un certain nombre d'échanges, mais pas nommer dans la plainte. Il faut faire très attention à ce genre de petits détails. Oui. Alors, excellente question. Oui, alors tout ça, c'est. Alors, je comprends qu'on ne puisse pas vous fournir une réponse claire et directe parce que tout dépend des cas. Tout dépend des cas. C'est-à-dire, nous avons une jurisprudence toute récente qui a établi le principe suivant, qu'on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un au téléphone. Moi, je ne parle pas du placement, c'est-à-dire audio. Bon, audio, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on entend par l'enregistrement audio? Est-ce que on parle de téléphone ou bien... Oui. Oui. Mais uniquement en son, c'est pour ça, c'est ma question, elle est là, c'est-à-dire uniquement en son, ou bien les deux, ou bien combinés. Ah, image avec son. Là, dans ce cas, c'est recevable, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est plus. Ce qui est interdit, c'est enregistrer quelqu'un à son insu. Voilà, c'est pour ça, c'est la jurisprudence. Voilà, c'est exactement. Merci. C'est exactement. Ça veut dire ce qui a été établi, c'est l'enregistrement. Moi, je parle des audios, les gens qui appellent des gens pour enregistrer la conversation, pour leur faire dire un certain nombre de choses. Alors, si les caméras, parce que si c'est joint à l'image, c'est dans le même fonctionnement. Parce que la loi n'a pas fait de distinguo, et d'ailleurs vous avez parfaitement raison, la loi n'a pas exclu
Il a dit le placement des caméras. On sait que les caméras ont plusieurs options, audio, juste l'image, voilà, on peut même zoomer, etc. Donc, n'a pas exclu, n'a pas spécifié de quelle caméra de surveillance on parle. Donc, la caméra de surveillance, elle devrait répondre à ce qu'on dit, audio et image, ou bien image tout court. Donc, si c'est ça, ça passe sans problème. Maintenant, et je remercie le professeur Maoued parce qu'il a insisté sur un certain nombre d'éléments tout à l'heure. Moi, je parle des réflexes à avoir lorsqu'il s'agit de réagir juridiquement, voire même judiciairement. Donc, vol, plainte, et l'enquête prend son cours. S'il y a des doutes, malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience le temps que l'enquête révèle qui est l'auteur de la chose. Maintenant, et ça j'insiste sur un point, même si de ma casquette de juriste, peut-être j'ai une réticence à le dire, mais lorsque la confiance est rompue, lorsque je sais que c'est X personne qui est l'auteur, mais je n'arrive pas à le prouver. Il faut savoir une chose, que dans une relation de travail, rien ne m'empêche en tant qu'employeur de licencier quelqu'un. Rien ne m'empêche de licencier quelqu'un. Bien sûr, l'indemniser, mais rien ne m'empêche non plus de prendre la décision et de lui dire, enfin, ce sont des artifices d'ordre plus stratégique que juridique. Juridique, effectivement, il faut l'indemniser. Peut-être qu'on se mettra d'accord. Et ça... On est d'accord. On est d'accord, mais ce sont des techniques. C'est pour ça que j'ai émis la réticence de la casquette du juriste qui parle. Le juriste vous dira, écoutez, vous ne pouvez licencier que s'il y a preuve. Voilà, donc ça c'est classique, c'est acté, il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'ai des doutes concernant une personne au sein de l'officine, et lorsque je suis bloqué en termes de preuves, de deux choses l'une, soit j'arrête l'hémorragie et je porte plainte. Parce que la difficulté, il ne suffit pas de porter plainte contre X, mais il se peut que la situation perdure. Il se peut que je porte plainte contre X, le temps que l'enquête aboutisse à quelque chose de positif, il se peut que ce soit le cas, il se peut qu'elle soit classée, mais entre-temps, le salarié il est encore là. Il se peut que l'hémorragie s'aggrave de plus en plus, sachant que c'est un monsieur très intelligent qui prend ses précautions nécessaires. Donc, je risque aussi de perdre de l'argent pour une enquête qui risque de se révéler inefficace. C'est pour ça que moi, je dis que l'idée, moi, je ne parle pas qu'il faut faire ça, mais il faut garder ça en tête que, mais attendez, pourquoi vais-je rester avec quelqu'un si la confiance est rompue? Je sais que c'est lui, mais la confiance est un élément primordial dans la relation. Donc, si cette confiance est rompue, j'assume mes responsabilités, je viens négocier, comme l'a dit Semaou tout à l'heure. Écoutez, monsieur, je vous prends en aparté, écoutez, voilà ce qu'on va discuter. On discute une résiliation à la meilleure, qu'est-ce que vous demandez? Je demande X, atteignez le haqouq d'y aller, écoutez, calculez-les, ça va faire tant. Écoutez, moi, entre-temps, j'ai porté plainte, parce qu'il y a des vols au sein de l'officine. Et je vais mettre le paquet pour que ça aboutisse. Ça, ce sont des artifices. Parce qu'on négocie et chacun plaide sa cause. On négocie. Maintenant, vous demandez 10, moi je porte plainte. Soit vous prenez 3 et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, soit 10, vous les réclamez. De toute façon, la plainte va arrêter le recours civil. Ce qu'on appelle, dans le principe dans le droit, qui s'appelle le criminel tient le civil en l'état. C'est-à-dire, lorsque j'ai un procès contre X personnes civiles, mais parallèlement, j'ai porté plainte parce que je doute qu'il y a peut-être une portée pénale dans ma relation, le civil est suspendu. Il attend jusqu'à ce que le pénal tranche. Ça peut s'étaler sur des années. Donc, ce sont des techniques de négociation. Et d'ailleurs, c'est très important. Tout à l'heure, Semaouet, il l'a mis sur sa présentation. Qu'est-ce qu'on entend par négociation? Négociation, parce que si on part au tribunal, il n'y a pas de gagnant au tribunal. Je l'ai dit tout à l'heure, la justice, c'est l'injustice équitablement partagée. On laisse des pubs. Moi, souvent dit des gens, je suis parti au tribunal, j'ai gagné. Non, vous n'avez pas gagné, monsieur. J'ai gagné, oui, mais vous avez payé l'avocat, vous avez payé des taxes judiciaires, vous avez payé un huissier de justice. Le temps. Et puis un résultat. Là, mais vivre avec un procès, je vous jure, vivre avec un procès en tête, ce n'est pas évident du tout. Ça s'étale sur des années, c'est des frais. Attention, il va dire du mal sur vous. Ce n'est pas évident. Donc, on laisse toujours quelque chose. C'est ça, ce sont ces éléments. Il y a un principe dans la négociation. Qu'un bon procès, tout à fait. D'ailleurs, pour les moyens alternatifs de règlement de conflit, en parlant de conflit, les règles alternatives de règlement de conflit. Dans l'ordre au Maroc, c'est la justice
l'arbitrage, la médiation, et moi, par ordre de priorité, je dis médiation, arbitrage et justice. La justice est en dernier recours. Alors la médiation, al-wasata, la médiation, c'est la recherche d'une solution ensemble. On cherche un médiateur qui va faciliter la conclusion d'un accord. On va essayer de trouver une solution. La médiation, elle est préconisée parce que, voilà, écoutez, on prend les gens en aparté, qu'est-ce que vous demandez? Je demande X, je demande Y, on essaie de rapprocher les tendances. L'arbitrage, c'est la justice privée. Ce n'est pas comme la médiation. La médiation, on cherche une solution, on la trouve. Soit on conclut l'accord, on ne la trouve pas, ben chacun va aller chercher ses moyens d'attaque judiciairement peut-être. Mais l'arbitrage, c'est autre chose. L'arbitrage, c'est pas, on ne cherche pas une solution. L'arbitrage, c'est en tranche. Mais juste, ce n'est pas la justice publique, ce n'est pas le juge de l'État, c'est un juge privé. On se met d'accord pour désigner une personne qui va s'ériger en juge pour trancher. Ça, c'est l'arbitrage. Et et d'ailleurs, un conseil que je répète à chaque édition, vous l'aurez constaté, mon cher ami, c'est que dans les contrats de travail, si ça existe déjà, tant mieux. Si ça n'existe pas, faites en sorte que ça existe, c'est-à-dire il faut appâter en quelque sorte le salarié, mais le futur salarié. Bon, si c'est le futur salarié, pas de problème, parce qu'il va signer le contrat en l'état. Mais faire en sorte de modifier le contrat, s'il y a une revalorisation salariale, profitez-en pour rajouter quelque chose dans le contrat. Si c'est faisable, faites-le. Si ce n'est pas faisable, c'est dommage, mais faites-le pour le futur. Il faut insérer des clauses d'arbitrage dans les contrats. C'est très important, parce que le problème au Maroc, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose. Pardon ? Voilà, des clauses d'arbitre. Pourquoi ? La spécificité, c'est quoi au Maroc ? C'est que la procédure civile permet aux salariés d'aller au tribunal sans payer de taxes. Il est exonéré de la taxe judiciaire. Même en ayant commis une faute grave, bon, qu'est-ce que je perds ? Ben, je ne paye pas, il n'y a pas de taxe, c'est gratuit. Ben, autant engager une procédure et voir si ça va mettre la pression sur mon employé, ça va le faire réagir peut-être parce qu'il n'a pas le temps de se défendre. Oui, un avocat qui négocie le temps. Donc, la clause d'arbitrage, ce qui est intéressant, c'est qu'elle bloque, elle empêche l'abus de cette gratuité de taxe judiciaire. Pardon ? La clause ou la clause ? Alors, la clause, alors, quatre chiffres, alors les dernières, bien sûr, dans un contrat, vous trouvez fonction, salaire, durée, engagement, secret professionnel, etc. Vers la fin, on trouve élection de domicile. Élection de domicile, ça y a fait. Avant élection de domicile, litige. Enfin, litige, différent, etc. Contentieux, voilà. Mais en général, litige. Et je vais vous le dicter rapidement. Tout différent pouvant naître à l'occasion du présent contrat, son exécution ou bien son interprétation ou sa résiliation, tous ces litiges seront tranchés par voie d'arbitrage conformément à l'article 326 du Code de procédure civile. Tous litiges seront soumis, ou bien contentez-vous de dire, tous litiges seront soumis à la procédure d'arbitrage. Point. Donc si vous avez ça sur votre contrat, le salarié peut aller en justice parce qu'il n'aura peut-être pas mesuré la portée de cette clause. Automatiquement, le juge va prononcer sa décision Adam Qaboul Talab, demande irrecevable. Pourquoi ? Parce que, cher monsieur, vous avez déjà choisi votre juridiction. Vous avez choisi comment régler les problèmes. L'arbitrage, vous avez choisi la justice privée, c'est à la justice privée de trancher. Et si vous avez ça, parce que dans l'arbitrage, le problème qui se pose, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher. Un arbitre, il faut le payer. Il doit désigner son arbitre, lui. L'employeur doit désigner son arbitre. Et les deux arbitres, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut un chiffre impair. Le tribunal désigne le troisième. Ça fait monter les taxes et le salarié, parfois, il est dans l'incapacité de supporter les choses financièrement. Donc, il a intérêt à avoir raison avant d'engager une procédure. D'où l'importance de cette clause d'arbitrage dans les contrats. D'ailleurs, pas uniquement dans les contrats de travail, dans tous les contrats. Ça permet aux parties de soumettre la chose
à un juge, un connaisseur, c'est-à-dire si vous avez quelque chose de particulier, surtout en matière, d'ailleurs en matière, enfin, pour l'officine, voilà, il y a peut-être des termes techniques, il y a peut-être des choses à expliquer au juge qui n'est pas formé pour la chose. Il va falloir prononcer une expertise, mais ça ne règle pas le problème et c'est une perte de temps considérable. Donc, d'où l'importance d'avoir ces clauses dans les contrats. Bah, je ne vais pas faire de publicité. Non, mais non, alors. Oui. Là, ils le sont. C'est-à-dire, la portée juridique, voilà, la portée juridique ne change pas. C'est l'expression des parties sur un contrat. Maintenant, idéalement, oui, si c'est l'avocat qui le prépare, parce que, bon, par exemple, moi, je vais mettre la clause d'arbitrage, je vais même la faire précéder de la clause de médiation. Si la médiation ne réussit pas, on va passer à l'arbitrage, on va compliquer la procédure. Mais finalement, ça revient au même. Le contrat demeure, je dirais, le même. Il est opposable de la même manière. En d'autres termes, le contrat, s'il est établi sans passer par un professionnel, ce n'est pas un contrat nul. Il produit ses effets. Mais il faut avoir pris toutes les mesures nécessaires préalablement. Au moins le nécessaire, c'est-à-dire le secret professionnel, d'ailleurs, qui s'applique de facto dans le cadre de la pharmacie. La durée, la fonction, les augmentations, la clause de non-concurrence, et puis cette histoire de litige. À qui confie le litige en cas de problème entre les parties. Il y a autre chose aussi dans les clauses de non-concurrence. Attention, et l'interprétation de la justice marocaine n'est pas encore très très claire là-dessus. Il faut faire attention. C'est-à-dire, j'ai vu sur des contrats, en cas de rupture de contrat, le salarié s'interdit d'exercer la même fonction au sein d'un concurrent, enfin d'une société en général, on parle d'une entreprise concurrente, mais dans le même domaine. Mais il y a deux conditions. La distance et la durée. Voilà. Et la durée. Il faut qu'il y ait les deux. Mais attention, dans ces clauses, et c'est pour ça que parfois, lorsque vous passez par un professionnel, il fait attention à la subtilité des mots. Moi, j'ai commencé la clause en disant en cas de rupture. Mais on a expliqué tout à l'heure que la rupture peut découler, enfin, la rupture peut avoir deux formes. La rupture du contrat, c'est la démission ou le licenciement. Donc on ne peut pas m'opposer cette clause de non-concurrence en cas de licenciement. Ben écoutez, vous avez signé une clause de non-concurrence, je vous licencie, on ne peut pas me laisser sans travail pendant 2 ans. Par contre, si je démissionne, là oui, ça veut dire que je dois y réfléchir 10 fois avant, attention, si je démissionne, c'est une décision unilatérale, mais j'ai signé quelque chose selon laquelle, attention, si je démissionne, je ne travaillerai pas pendant 2 ans. Mais en cas de licenciement, ah non monsieur, moi j'ai signé avec l'idée de ne pas être licencié un jour. Donc on ne peut pas me mettre à la porte, c'est tout ce que je sais faire, par exemple. Je suis pharmacien, je ne sais rien faire d'autre. On me met à la porte pour me dire rester 2 ans sans travail, ce n'est pas possible. Donc la justice a tranché, mais quand je dis justice a tranché, moi j'attends que ce soit la Cour de cassation. C'est la juridiction suprême au Maroc qui établit des règles. Maintenant, si c'est un petit cas isolé dans un tribunal de première instance, ça ne fait pas le poids d'une décision de la Cour de cassation. Particularité en ce qui concerne la pharmacie, c'est au niveau du code de déontologie des pharmaciens qui prévoit qu'aucun pharmacien n'a le droit de prendre à son service un ancien collaborateur d'un voisin ou d'un proche concurrent. C'est-à-dire que tout différent à ce sujet doit faire l'objet d'un arbitrage du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Et en cas, c'est-à-dire que si la procédure n'est pas respectée, par le passé, le pharmacien qui a pris son service de l'ancien collaborateur était traduit en conseil de discipline pour manquement à ses obligations déontologiques. Voilà, mais nous avons la même chose. Je parle sur le plan disciplinaire, mais c'est la même chose pour nous. Mais la sanction, et d'ailleurs ça me permet de faire la jonction avec le dernier point que je voulais soulever tout à l'heure, c'est que la responsabilité dans ce cas de figure, elle n'est que d'ordre professionnel et disciplinaire. C'est-à-dire la sanction, ce n'est pas la justice qui va la prononcer. Donc le code d'éthique, par exemple, nous les avocats, on est soumis aussi à des conditions. C'est-à-dire moi, je n'ai pas le droit de prendre un dossier où un confrère est déjà désigné.
Donc, si je le fais, ce n'est pas la justice qui va me sanctionner, c'est le Conseil de l'ordre. C'est le même principe. Maintenant, effectivement, en termes de responsabilité, il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Il faut faire très, très attention aussi, parce qu'il se peut que les actes commis, et d'ailleurs, même le titre qui a été choisi pour l'atelier, la gestion des conflits personnels. Mais la gestion des conflits, ça peut être un conflit qui est né d'un acte de l'employé, un acte dont un tiers est victime. C'est-à-dire, il se peut qu'il a, je ne sais pas moi, étant ivre au sein de l'officine, il donne un médicament sans, je ne sais pas moi, le dosage n'est pas bon, je ne sais pas comment on appelle ça technique. Non, mais c'est-à-dire son état d'ivresse a provoqué une faute qui a provoqué un préjudice à un tiers, à un client. Voilà. Dans ce cas de figure, il y a une responsabilité civile et pénale. Attention, la responsabilité civile, heureusement pour l'employeur, le pharmacien d'officine, sa responsabilité, elle est civile parce que ce n'est pas lui l'auteur de l'acte. Mais il répond des actes des gens qu'il a sous sa surveillance. On va dire ce qu'on appelle la responsabilité des préposés. Non, mais c'est civil. Attention, parce qu'on parle pénal, on parle prison. C'est un peu plus grave. Donc, au pénal, on part du principe de la personnalisation de la poursuite. Ça veut dire que c'est l'auteur de l'acte qui est poursuivi. Maintenant, sur le volet civil, indemnisation, assurance, oui, c'est le pharmacien. Et c'est un préjudice aussi, mais bien sûr, je le conçois amplement, il n'y a pas de problème. Et c'est un motif, bien entendu, de licenciement voilà, qui ne devrait pas poser de problème en termes d'application. Donc, voilà, s'il y a des questions, je reste à votre disposition. La justice s'allie toujours avec les employés. Même les inspecteurs de travail. Ah oui, alors justement, c'est très très important et d'ailleurs je vous en remercie. Effectivement, ce constat, on l'a perçu pendant des années où la justice, elle était presque systématiquement rendue au profit de l'employé. Ou bien on était très dur avec les employeurs, mais il faut vraiment chercher, gérer la perfection dans l'attitude de l'employeur pour pouvoir débouter un salarié lors d'un procès. Je peux vous dire que les choses commencent à changer. Ça a changé, effectivement, pas au degré auquel on s'attend, mais il y a des cas où des salariés ont été déboutés parce qu'ils considèrent qu'il n'a pas commis de faute grave alors que le juge a estimé que c'est une faute grave. Le fait, d'ailleurs, tout à l'heure, il a parlé d'un élément très important. On pense, parce qu'arriver en retard, ce n'est pas grave, ce n'est pas une faute grave. Il est arrivé en retard, un quart d'heure, 10 minutes. Est-ce que c'est grave pour l'intérêt de l'entreprise? Mais voilà ce que la justice a considéré. Quelqu'un qui est venu en retard une bonne dizaine de fois et l'employeur a acté ses retards, il a été licencié. Il a été licencié, étant sûr que le juge allait l'indemniser, il a dit non, sa demande a été rejetée. Parce que, et ça établit un principe, les retards répétitifs constituent une faute grave. Donc on est allé chercher la gravité de la faute dans le caractère répétitif de cette faute qui n'était pas grave. Et là, je peux vous dire que ça commence à changer. Pas au degré auquel on s'attend, mais ça commence à changer. Il faut acter, c'est-à-dire qu'il faut signer, qu'il doit signer, reconnaître ses fautes. Quand je dis acter, alors il y a plusieurs formes de preuves, et là je suis d'accord aussi, il y a plusieurs formes. C'est pour ça qu'il faut développer un certain nombre de réflexes, c'est-à-dire les écrits, les process en interne. Je ne sais pas, ça se fait, je présume que nos amis pharmaciens sont assez organisés pour faire peut-être des bilans journaliers, attention, tel jour, le stock, etc., la gestion du stock. Je présume que ce sont des gens qui sont outillés pour savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti. Je ne sais pas quelle forme prennent peut-être les vols. Il y a des vols qui considèrent le stock, il y a des vols qui concernent l'argent, il y a peut-être des, je ne sais pas moi si vous êtes habilité à faire des rabais de 30%, un truc comme ça qui existait pendant un certain temps. En principe, c'est non. Oui, mais ça a existé. Moi, je vous dis, j'ai vu ça. Oui. Oui. Mais il y a des gens qui ont surfé sur cette histoire de remise ou de ristourne. Voilà. Donc, les vols prennent plusieurs formes. Et quand je dis il faut acter en fonction de chaque cas de figure. Donc, s'il y a un état d'ivresse, il faut le faire acter par la présence de la police, parce que c'est la police qui a l'éthylomètre qui permettra de vérifier. S'il y a quelque chose qui concerne une dégradation au sein de l'officine, il faut faire venir un huissier de justice.
Donc tout dépend de la nature. Donc quand je dis acté, ça peut être par la présence d'un professionnel, ça peut être par une mise en demeure, ça peut être par l'enregistrement et le visionné, ça peut être par une plainte. Donc quand je dis acté, c'est une forme à plusieurs éléments. En parlant de process interne, au niveau j'ai une voix qui porte, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on peut établir des sanctions? Oui. En dehors de tout ce qui est des sanctions disciplinaires. Vous avez parlé tout à l'heure du port de la blouse. Je vais ressortir un point qui revient, je pense, souvent chez les confrères, c'est l'utilisation des portables à outrance. D'accord? Au lieu de s'occuper, il y a tellement de tâches à faire. Et là, on fait un avertissement, un premier, un deuxième, un troisième. Est-ce qu'on peut établir des sanctions financières? Genre, parce qu'il y a caméra aussi, d'accord? Voilà, je l'ai dit la première fois, la deuxième, la troisième, la cinquième. Est-ce que c'est faisable? Voilà. Alors, la réponse est oui, avec un O majuscule. Mais il faut l'avoir préalablement. Soit vous mettez ça dans le contrat initialement, et c'est ce qui est fortement conseillé. Si vous estimez que pendant la relation de travail, il vous est apparu nécessaire de prendre un certain nombre de mesures, ben vous mettez des notes de service. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est quoi? C'est que le salarié soit soumis à cette obligation, d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'il en soit informé. Si vous réussissez à le faire, soit à travers quelque chose de bilatéral, un contrat, une remise de note de service signée, un registre, etc., ou bien un règlement intérieur, un règlement, une charte, peu importe, que tout le monde signe, oui, c'est opposable. Et vous avez le droit de prévoir peut-être des sanctions financières. La seule exception, une seule, c'est que même sur un contrat, lorsqu'on prévoit ce qu'on appelle une astreinte, les gens qui ne payent pas, ils sont soumis à une indemnité de X 100 par jour. Ou bien lorsque vous estimez que ce soit, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, ce sera 1000 dirhams par mois, la seule chose qui risque de ne pas fonctionner, c'est l'application de ce montant. C'est que le DOC, le Dahi des obligations et des contrats, dans son article 264, a permis aux juges de réévaluer ce que les parties ont prévu en termes de sanctions financières. Il a le droit de le faire. Maintenant, si vous le faites sur le coup à retenir du salaire, je le vois mal aller le faire après tant d'années, après un licenciement. Donc maintenant, vous pouvez y aller sans problème. Si vous le faites sans qu'il y ait de contestation, allez-y, la réponse est oui. L'employeur, c'est-à-dire le pharmacien, a le droit d'interdire l'utilisation des téléphones portables. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas quelque chose de substantiel. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plus pour jouer que pour travailler. C'est-à-dire que l'interdiction... Je parle de c'est-à-dire il était biologiste, il avait instauré l'interdiction du portable à tel point qu'il avait groupe 4 sécurité, donc il prenait tous les portables et il avait même le détecteur de... Donc c'est-à-dire aucun portable ne devait être introduit dans le laboratoire. Et ça marchait très bien. Et il avait 2 lignes de fixe dédiées justement aux familles des techniciens. En cas de problème, ils étaient contactés le téléphone fixe. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Alors, et bien sûr, je pense qu'aucun juge ne va annuler ça. D'ailleurs, c'est reconnu. L'employeur a le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour le bon fonctionnement de son activité. À condition, la seule exception, et vous n'êtes pas dans ce cas de figure forcément, c'est ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, c'est quoi? Ce sont des dispositions qui peuvent porter atteinte aux droits élémentaires. On ne peut pas empêcher quelqu'un de respirer, de regarder. On ne peut pas obliger quelqu'un à regarder dans ce sens ou à regarder dans l'autre. C'est pas possible. Donc, voilà, les interdits, c'est ça. Mais tant que les mesures sont dictées par une nécessité que seul l'employeur a le droit d'apprécier, c'est autorisé. Il n'y a aucun souci. La bonne marche du service. Pardon? La bonne marche du service, tout à fait. Mais pour les congés, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le problème des congés est assez fréquent. C'est-à-dire que la loi l'a prévu et là, on n'a pas encore trouvé, j'espère qu'ils vont, parce que le Code du travail marocain aujourd'hui est en train d'être revu parce qu'il y a un certain nombre de dispositions
il y a trop de rigidité, il ne correspond pas à la rigidité de la pratique. Déjà, bon, c'est 99, 2001 ou 2002, mais voilà, donc ça date quand même d'une bonne vingtaine d'années. Les choses ont évolué, les conditions de travail ont évolué, et on a senti que même dans l'application, c'est trop rigide, alors que le monde du travail, il est fluctuant, c'est-à-dire les fautes ne sont pas les mêmes, il y a des choses interprétées, notamment en termes de congés. D'ailleurs, vous avez si bien fait de le préciser. La loi parle que les congés sont fixés en fonction des nécessités de service. C'est l'employeur qui décide à quel moment X doit partir et X doit rester. On ne peut pas venir au mois de février. Autre chose, il ne faut pas qu'il n'en abuse. Ce n'est pas parce que la loi a autorisé l'employeur à décider, lui, de la nécessité, à quel moment il faut la mettre en place, que forcément il doit abuser de cette disposition. D'où la nécessité aussi d'aborder la chose dans la réforme. J'espère que ce sera fait. Oui, je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Donc, moi, j'avais un problème avec une employée qui a travaillé chez moi pendant 10 mois. Quand j'ai commencé à faire l'inventaire, j'ai constaté qu'il y avait un grand vol. Donc, chaque mois, elle volait presque 10 000 dirhams. Donc, c'est sur Marrakech. Donc, parce que j'ai exercé en France pendant une trentaine d'années. Donc, c'est passé en 2020, malheureusement. Donc, j'ai une question. Donc, quand j'ai constaté le vol, le même jour, elle a ramené sa démission. Le lendemain, elle est partie. Elle n'a pas respecté un mois de préavis. Elle est partie sans que je paye ses vacances et le dernier mois. Donc, moi, j'ai envie de la payer. Honnêtement, j'ai envie de payer. Pour rester. Non, bon, elle a volé. J'ai porté plainte. Je suis au tribunal avec elle. Donc, moi, j'ai eu des vidéos où elle a volé. Ma troisième question, est-ce que la vidéo où un employé a volé, elle a une valeur juridique au Maroc? Deuxième question, elle est partie sans préavis parce que franchement, j'ai envie de l'attaquer au niveau de la justice. Troisièmement, comment régler ses droits? Parce que moi, je trouve, en fait, elle a travaillé un mois, elle est partie vers le 25e jour. Donc ce mois-ci, elle a travaillé chez moi. J'ai envie de lui donner ce que je... Voilà. Je peux... et puis le préavis, honnêtement, j'ai envie... Là, vous voyez, parce que j'ai peur qu'elle m'attaque au niveau de la justice. Là, elle va me dire, réglez-moi le mois. Là, et je peux vous dire que j'ai vu tout. Pourquoi? Parce que... Parce qu'au début, je fais un virement automatique de compte à compte. Ouais. Elle m'a dit non, est-ce que vous pouvez me payer par chèque? J'ai payé par chèque. À chaque fois, au début, c'était le chèque. Après, elle m'a dit non, le chèque, je perds beaucoup de temps, faites-moi le virement automatique. Après, elle m'a dit, j'ai un crédit, est-ce que vous pouvez me donner l'argent main à main? Et Dieu hadar binatna. Donc, je peux vous assurer que c'est une hajja de 65 ans. C'est ma première expérience au Maroc. J'aime beaucoup le Maroc, c'est mon pays, mais vraiment, c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine, parce que ce n'est pas l'argent qui... Vous comprenez? Oui. Et quand j'ai commencé à faire le stock, je vois presque 90 000 dirhams qui a disparu, parce que je lui faisais confiance. Et voilà. Donc, mais maintenant, je raconte juste mon histoire. Merci beaucoup. Hein. J'ai appris plein de choses. Donc, les vidéos, j'ai mis sur les portes et tout ça. J'ai fait ma déclaration au niveau de la CNDP. Oui. Donc, on peut envoyer ça par... vous remplissez, vous envoyez ça par Internet. Internet et tout ça. Donc, moi, tout ce qui est... Voilà. Mais franchement... Excusez-moi, j'essaie de situer parce que vous êtes honnête, ferme. Oui, ما تعاتقش معاك ولكن نعطيك اللي كتسال. دابا انا شوف ملي بغيت نمشي نموت ما بغيتش واحد يقول لي نسالك ولا شي حاجه. هذا هو اللي فهمت. لا مي مدام حيت انا نعطيها شوف نعطيها العرق، نعطيها عرقها. اسمح لي نعطي لها العرق ديالها، ولكن انا شوف انا مشيت للمحكمه معها. J'ai compris. غير il y a aussi une troisième solution. Peut-être je vais réunir vos trois questions en une seule réponse. Vous avez le droit de faire une compensation. Une compensation. شحال دات هاد السيده؟
je sais pas moi, à vue de louche. دات لي تقريبا 90,000 درهم. هي alors بلاتي pour un mois de prêt. وخسرت لي الستوك. المهم انا ملي بديت ندير لانفونتير بحال اللي تخلعت ما فهمت والو، وبارازار جا عندي داك مون لوجيسيال هو ردت لي الستوك بريسك 35 مليار. ردت لي الستوك ديالي كتزيد لي زيرو. لا سكو زعما سيتي اون هيستوار فغي، حيت انا عييت ما نحسب دوك الزيرويات بزاف. لا شوف alors écoutez madame شوف Ce que j'ai souffert même mon logiciel قلت له شهد معايا بلي ce que vous avez remarqué c'était انا غير هكا je suis quand même quelqu'un de naïf et bon. non non au contraire non. وملي كنت على ليترونجي كانوا عندي لي زامبلويي بوندون 10 ans. هنا ملي كنجي كتخدم 6 شهور يا دي بروبليم، كتقلب على ان بيرسونيل كاليفي وما كتلقاش، وكنمشي عند لي ليفرور كيجيب لك لومبلويي. يعني بغيت فهمت aussi une souffrance. Si vous essayez de la contacter pour lui payer ses droits, moi à sa place je me méfierais. L'inspecteur du travail نقول له بغيت نعطيها لي دروا ديالها باسكو بغيت بلاتي تشكي بيا. est-ce que vous l'avez attaqué? On est au tribunal d'abord, oui. Là, vous l'avez attaqué oui. Pour cette histoire de vol. Oui. Et dans le même temps, vous voulez. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est que. C'est la solution juridique, hein, oui. Sérieusement. Vous faites un calcul. Qu'est-ce qu'elle vous doit oui. et qu'est-ce que vous lui devez. Faites la soustraction et qu'elle vous paye sur le reliquat. Maintenant, je ne sais, je suis intimement convaincu qu'elle n'a pas les moyens de vous rembourser parce que même je présume que c'est une personne qui les a pris parce qu'elle était peut-être en difficulté. Mais je la vois mal aujourd'hui en mesure de vous rembourser ce qu'elle a pris. Sauf, c'est la pratique qui revient. J'ai appris une chose moi dans ce métier, c'est que les apparences sont pas souvent, sont toujours trompeuses. Les cas des personnes qu'on pense incapables de payer dans des circonstances extrêmes. Je vous jure que l'argent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, c'est peut-être pas elle, peut-être des gens de la famille, peut-être quelqu'un de riche, peut-être un héritage. Mais moi, à votre place, d'ailleurs vous l'avez fait, j'engage une procédure à l'effet de récupérer ce qu'elle m'a pris, sans être sûr que je vais récupérer quelque chose. Mais si ça vient, marhaba. Mais faites le nécessaire. Et puis, sur ce que vous lui devez, faites la soustraction et puis c'est tout. Mais différez la chose jusqu'au jour de l'exécution. Je préfère faire ça. Merci. Oui. Ah pardon, اسمح لي. En fait, c'est juste une remarque ou une question. En tant que pharmacien, il faut qu'on se responsabilise. Quand on parle de fraude, il y a un triptyque de la fraude. Il y a un besoin, il y a une opportunité et il y a une rationalisation. Aujourd'hui, le besoin existera parce que c'est l'appât du gain. On aura toujours l'opportunité parce que l'employé fait plus que les responsabilités qu'il devrait avoir. Exemple, il s'occupe de la caisse, de l'inventaire et de la dispensation des médicaments. Et il y aura toujours une rationalisation. Il va se dire, j'ai raison, j'ai besoin d'argent, ce n'est le flose. Il faut que nous-mêmes, on se sensibilise à ça et qu'on ne laisse pas le terrain libre à l'employé et l'opportunité de pouvoir frauder. Et ça, nous, on ne le fait pas. Le pharmacien, il est là 1 jour sur 5, ce n'est pas possible. Oui, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Écoutez, vous avez raison. Il faut pas. Là, ce qu'on entend depuis tout à l'heure, ce sont des mesures correctives. Mais ça ne marche pas. C'est bon. Ça marche, merci. Donc, du coup, en fait, il faut que nous, on soit responsabilisés à ça et qu'on ne laisse pas l'opportunité à l'occasion de la fraude, du vol, d'avoir lieu. Je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Je suis parfaitement d'accord. Mais là, nous sommes sur le terrain des valeurs. Oui. Nous sommes sur le terrain des valeurs. Est-ce que la responsabilisation dont vous parlez, est-ce qu'elle doit passer par une communication pharmacien-salarié face à pharmacien assistant, pharmacien salarié, ou bien dans un cadre beaucoup plus global, c'est-à-dire organiser des ateliers, peut-être des formations pour les pharmaciens, parce que c'est plus valeur, c'est pas juridique.
C'est une perception de la relation du salarié vis-à-vis de son employeur. Parce que les gens ne comprennent pas une chose. Là, je suis d'accord avec vous dans une analyse beaucoup plus macro. Alors, je vous explique comment moi je conçois les choses. Et très souvent, ça vient. Vous savez, même historiquement, ça a toujours été ça. On vous dit, bah, écoutez, ce sont les salariés qui bossent, le plus lourd du travail, ce sont les salariés. Mais monsieur prend son salaire à hauteur de temps. Mais ce que les gens oublient, et ça d'ailleurs, l'une des choses que je pourrais moi éventuellement faire passer comme pourquoi le salaire d'un directeur est beaucoup plus important qu'un salarié? C'est parce que c'est la responsabilité. C'est la responsabilité qu'il encourt. C'est les décisions, c'est la gestion, c'est avec le conseil de l'ordre, avec les autorités, avec peut-être les tiers, parce qu'il n'y a pas que ça, nous avons pas mal de temps traité avec nos amis pharmaciens. Il n'y a pas que cet aspect, professeur Maho, tout à l'heure on a parlé, il y a les obligations fiscales, il y a les charges, le comptable, le loyer, le propriétaire, le syndic, la copropriété, on en a parlé pas mal de fois. Donc c'est cette charge de responsabilité que certains salariés ne perçoivent pas, c'est-à-dire on est braqué sur juste le côté mercantile de la chose. Attention, il touche X. Oui, mais en termes de charge, vous ne savez pas ce que je prends. Moi, parfois, vous êtes payé, moi, je ne le suis pas. Mais il faut passer par ça. Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut chercher d'autres canaux, à part le juridique, de communication, de formation dans le traitement des salariés, avec les salariés.